Un dernier mot sur le sujet. Je pense que les policiers sont des sous-citoyens qui bénéficient non pas d'une direction spécialisée, mais d'une direction à charge. C'est-à-dire que lorsque le policier peut être éventuellement en faute, il est présumé coupable. Lorsqu'on arrive sur la première situation, sur le cas d'espèce qui explique la situation, et pourquoi est-ce qu'on a une grève, ou en tout cas une fronde ou des arrêts maladie généralisés? Tout simplement parce que la détention provisoire est injustifiée. Lorsque vous prenez les 7 motifs de détention provisoire, c'était soit les 4 policiers en cause qui étaient en détention provisoire, soit aucun des 4, tout simplement. Voilà, c'est pas possible qu'il y en ait uniquement un seul, dans la mesure où il y a 7 motifs spécifiques. Ensuite, après, sur l'autre point qui peut expliquer la situation, c'est que lorsqu'on parle d'indépendance de la justice, pourquoi est-ce que les magistrats critiquent la position du DGPN et de Laurent Nunez lorsque la prise de position du ministère de l'Intérieur est en faveur des policiers? On n'a pas vu le syndicat de la magistrature, le CSCM, intervenir contre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron lorsqu'Emmanuel Macron a parlé de faute inexcusable ou de faute injustifiable en parlant du policier qui a conduit au décès de Naël. Et bien évidemment, c'est-à-dire que les syndicats de magistrature s'expriment pour la faveur de l'indépendance de la justice lorsque les positions politiques sont contre les policiers, sont pour les policiers. Par contre, quand elles sont contre les policiers, évidemment, là, il n'y a pas d'indépendance de la justice qui est mise en avant. Ensuite, après, sur le deuxième point, c'est un phénomène qui est plus global, c'est ce que vous avez rappelé depuis 2015. Les policiers sont sous tension. Ils ne sont pas soutenus par la hiérarchie une fois qu'il y a un problème politique ou il y a un problème médiatique. C'est-à-dire que lorsque vous avez une affaire politico-médiatique, le policier est présumé coupable, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que lorsque le policier est mis en cause, il est présumé coupable. C'est-à-dire qu'il va perdre son travail, sa famille va se retrouver à la rue, ses enfants vont se faire interpeller à l'école. Et aujourd'hui, être policier, c'est ce que rappelait Philippe David, est aujourd'hui un métier à risque. Lorsque vous arrivez le matin en fonction, ils arrivent à le moindre problème, vous êtes certain qu'au moindre problème, vous êtes certain de tout perdre d'un coup. Et est-ce qu'il est encore légitime, lorsque vous êtes payé sur les salaires qui sont très bas, lorsque vous garantissez un métier qui est peut-être le métier le plus noble du monde, de protéger les gens, de dédier votre vie au service des gens, vous soyez placé dans des conditions pareilles d'un point de vue matériel et d'un point de vue immatériel. On doit les revaloriser en termes matériels, mais également en termes d'honneur, de flexibilité et également de mérite. Oui, Jacob. Oui, je vous remercie de ces propos que vous venez de tenir et je vais le son. William Tay et Louis-Hervier Blondel. Je pense qu'on assiste à une inversion des valeurs en fait avec le tribunal avec le procès qui est en cours. C'est-à-dire que maintenant on se préoccupe davantage de la sécurité des gens qui font du rodéo que de la sécurité des riverains. Et c'est malheureux. C'est-à-dire que par exemple, la question de la course-poursuite comme au Royaume-Uni est tabou maintenant en France. Parce que les juges, parce que les administrations pensent qu'il faut davantage se préoccuper de la sécurité de la personne qui fait du rodéo que plutôt des conséquences que fait le rodéo. Et moi je veux dire pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir le débat. Parce que je pense que les raisons qui conduisent au rodéo sont notamment que les jeunes veulent s'inclure dans un milieu social. Notamment, ils font beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et ils vont partir sur des rodéos de plus en plus radicaux. On se souvient des leaders des Dalton à Lyon, on en a beaucoup parlé. Il était incarcéré, il faisait des vidéos et les Dalton étaient devant la prison. Et dans les centres commerciaux. Et dès qu'il est sorti, ils ont bloqué une autoroute à côté de Lyon. Et vous connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux? C'est-à-dire que pour avoir plus de likes, pour avoir de plus en plus d'interactions, ils seront obligés de faire des rodéos de plus en plus radicaux et de plus en plus dangereux pour la population. Et la question qui se pose, c'est quelle réponse les pouvoirs publics peuvent apporter? Il y a une réponse en prévention. Est-ce qu'on a les moyens de faire en sorte que faire du rodéo vous coûte plus cher que ne pas en faire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réponse qui est régalienne. Course-poursuite et aide à la charge de la preuve pour aider la police. Donc course-poursuite plus utilisation des drones. Il faut arrêter avec la CNIL et la question des informations et des libertés. Il faut pouvoir faire en sorte que les drones puissent aider la police, notamment si par cas on ne veut pas faire de course-poursuite. Et après, il y a la question de la charge de la preuve. Est-ce qu'il est possible, avec toutes les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux, de pouvoir criminaliser et de pouvoir repérer les gens qui font du rodéo pour les foutre en prison ou en tout cas avoir une responsabilité civile et pénale pour les conduire à ne plus faire de rodéo? Je pense que ça part d'une bonne intention et d'une bonne idée. Seulement, si ça permettait de résoudre tous les problèmes de déserts médicaux, ça fait 30 ou 40 ans qu'on aurait résolu tous ces problèmes. La France n'a pas de problème de normes, d'invention de normes ou de taxes ou de forcer les gens à s'installer quelque part. Ça, on est les champions du monde. On est même le premier pays du monde à ce niveau-là. Le point essentiel, c'est que comment on fait pour résoudre le problème des vocations et inciter les gens à s'installer au bon endroit? Il faut lutter contre notre addiction pour les taxes et les normes. Ce n'est pas en entravant davantage qu'on va attirer les gens qui sont épris de passion et de liberté. Je pense que pour pouvoir convaincre les gens de s'installer là-bas, il faut pouvoir les inciter fiscalement en termes de cadre de vie. Et il faut que les communes puissent faire un effort aussi. Si les gens ne veulent pas s'installer là-bas, c'est peut-être que la commune n'a pas d'infrastructure, n'a pas un cadre de vie qui soit adéquat. Souvent, on voit des communes qui se mobilisent. Exactement, parce que si par cas vous dites vous êtes forcé d'attendre le départ d'un de vos confrères pour vous installer, lors du numerus clausus, de moins en moins d'étudiants qualifiés vont choisir la spécialité dentiste
parce qu'ils se diront que c'est pas bien d'aller là-bas. Donc je pense que c'est pas la bonne solution malheureusement. On terminera le tour de table avec Denis Jacob. Ce qu'on voit, c'est une pensée pour ses collègues pompiers. On a souvent parlé depuis une trentaine d'années du réchauffement climatique, mais on a oublié de parler du dérèglement climatique qui est lié au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'avec le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus récurrentes et deviennent de plus en plus intensives. C'est-à-dire que là, vous avez des petits départs de feux de forêt. Là, maintenant, vous avez des feux de forêt qui sont de plus en plus impressionnants, comme ce que nous avons eu en Grèce. Et la question à se poser, c'est comment on fait, d'une part, pour lutter contre le réchauffement climatique et surtout contre les effets du dérèglement climatique. Le cycle de l'eau n'est plus comme avant. Le cycle des pluies n'est plus comme avant. Le cycle des incendies sera poussé de manière de plus en plus récurrente. Et par conséquent, les pouvoirs publics doivent s'organiser. L'année dernière, avec les feux de forêt que nous avons connus en France, le mécanisme européen de prévention civile a été mis en place pour pouvoir mettre en place une mutualisation de l'aide européenne au niveau des Canadair, au niveau de la protection civile, au niveau des pompiers. Je pense qu'il faut développer cette force parce que si par cas nous avons des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes, il faut mettre plus de moyens au niveau européen et l'Europe peut montrer aux États membres et aux citoyens européens qu'elle a une efficacité, une utilité, si par cas elle sert d'effet de levier aux ambitions nationales et pour lutter contre les catastrophes naturelles.